Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Polémique autour du nouveau projet de loi électoral au Mali. Certains partis politiques estiment qu'il traduit une volonté délibérée de verrouiller le pouvoir aux potentiels prétendants à la présidentielle. À Djibouti, les investissements explosent, mais le taux de pauvreté également. Le pays est désormais le 3e d'Afrique de l'Est à rejoindre l'Africa Finance Corporation, une institution financière d'investissement multilatéraux. L'ananas africain, denrée tendance sur les marchés internationaux. Deuxième fruit de choix, le plus consommé après la banane, il représenterait 20% de la production mondiale de fruits tropicaux. Mais d'abord, en Zambie, malgré la contestation, le président Edgar Lungu va prêter serment. Ce lundi, la Cour constitutionnelle a validé sa réélection à la présidentielle du 11 août 2016. Le recours pour fraude de son rival, l'opposant Hakainde Hichilema, n'a donc pas été examiné. Selon la Cour constitutionnelle, le délai légal de dépôt des recours est dépassé. Au Gabon, le ministre de la Justice a annoncé sa démission. Ce lundi, Séraphin Moudounga a annoncé son départ du gouvernement et du Parti démocratique gabonais. Il explique, je cite, vouloir bénéficier de sa totale liberté après les troubles qui ont suivi l'annonce des résultats de la présidentielle. Rappelons qu'il s'agit de la première défection de haut niveau depuis le début des troubles au Gabon. Au Mali, le projet de loi portant modification du code électoral fait polémique. L'opposition dénonce un verrouillage du scrutin et entend faire barrage à son adoption par les députés. Les précisions dans ce reportage de Mokhtar Bari, notre correspondant au Mali. Le 15 juin 2016, sur proposition du ministre de l'administration territoriale, le Conseil des ministres adoptait le projet de loi portant modification du code électoral. Cette loi, si elle venait à être adoptée, verrait la caution à l'élection présidentielle passer de 10 à 35 millions de francs CFA. Les parrainages de la candidature qui était de 10 députés ou 5 conseillers communaux passe à 15 députés et 10 conseillers nationaux. Dans cette configuration, outre les partis au pouvoir, 2 partis remplissent ces conditions. Il s'agit du parti Adema de la mouvance présidentielle et de l'URD de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Nous avons été surpris à l'opposition de découvrir ce projet de loi parce que nous nous attendions, après notre rencontre avec le ministre de l'administration territoriale, à ce qu'il y ait un débat, une consultation, en tout cas un échange entre les partis politiques et le ministère. Nous avons été surpris, mais nous avons surtout été surpris du contenu. D'abord, il y a des aspects politiques nouveaux qu'on devrait discuter, tels que le parrainage. Aujourd'hui, dans ce projet de loi, il y a l'exclusion réelle de beaucoup de responsables politiques. Je crois que ceci n'est pas acceptable. Ce projet de loi, à 2 ans des élections présidentielles, ne laisse pas les acteurs politiques indifférents. Si dans la majorité présidentielle des pistes sont proposées, l'opposition, elle s'organise pour dénoncer ces projets. Au cours d'une rencontre organisée samedi, l'opposition politique entend faire barrage à l'adoption de cette loi à l'Assemblée nationale. Elle dit n'avoir pas été consultée dans l'élaboration du projet de loi jusqu'à son adoption par le Conseil des ministres. Il ne faut pas se précipiter, il faut prendre le temps, mais il faut surtout que ça se passe de manière consensuelle. C'est ce consensus qui est absolument nécessaire et qui est consubstantiel à la démocratie et qu'il faudrait, je pense, adopter. Cette loi, ce n'est pas le moment de la voter. Nous avons le pouvoir. Si nous l'avions voté, Ibeka n'allait pas être président de la République en ce moment parce qu'il n'avait que 9 députés à l'époque. Le chef de file de l'opposition a rencontré le chef de l'aménagement et le ministre de l'administration territoriale samedi. Une autre rencontre avec le ministre de l'administration territoriale nouvellement nommé et l'aménagement est prévue ce mardi. L'opposition appelle le gouvernement à l'organisation d'une concertation nationale pour la réconciliation. Des affrontements ont eu lieu ce lundi entre forces armées de la République démocratique du Congo et miliciens Maïmaï Mazembe. Des combats qui font suite à une attaque d'une position de l'armée par la milice ce dimanche 4 septembre à Katekou. Suite à ces affrontements, 2 civils ont perdu la vie. Mais selon les responsables militaires de cette région du Nord Kivu, la situation est sous contrôle de l'armée.
Djibouti est désormais le 14e État et le 3e pays d'Afrique de l'Est à rejoindre l'Africa Finance Corporation. Si le pays de la Corne de l'Afrique de l'Est est déjà un gros bénéficiaire d'investissements internationaux, cette nouvelle adhésion devrait le rendre encore plus attractif. Mais ces investissements sont loin de profiter à la population locale, dont près de la moitié vit dans l'extrême pauvreté. Corinne Candem. Avec une population de 876 174 habitants et peu de ressources naturelles, Djibouti a réussi à attirer en moyenne 91 millions de dollars d'investissements directs étrangers par an ces 10 dernières années. Une dynamique qui va s'amplifier avec la récente adhésion du pays à l'AFC, l'Africa Finance Corporation, une institution financière d'investissement multilatéraux spécialisée dans les projets d'infrastructures clés à travers l'Afrique. Plusieurs facteurs expliquent l'attractivité du pays en termes d'investissement. Déjà, au-delà de sa position stratégique, il faut aussi reconnaître la forte stabilité d'abord politique et ensuite la paix sociale consolidée bien évidemment par cette ambition pour la République du chef de l'État. Et d'autre chose, c'est que Djibouti est quand même considéré l'un des pays les plus stables qui puisse exister avec la présence de nombreux effectifs militaires, qu'ils soient américains, japonais, français, chinois, etc. Donc, cela, bien évidemment, draine ces stabilités-là et la sécurité, draine bon nombre d'investissements. D'autre part, il faut savoir également que Djibouti, au-delà de son aspect stratégique, possède également l'un des codes des investissements les plus généreux qu'il soit. Donc nous avons en fait un panoplie d'outils qui permettent aujourd'hui de pouvoir drainer les investisseurs, vers la République du Djibouti. Un afflux d'investisseurs, mais qui, selon l'opposition djiboutienne, contraste avec le niveau de vie des populations. La lutte contre la pauvreté peinerait encore à porter ses fruits. Ceux qui ne connaissent pas réellement Djibouti, dans un premier temps, ils sont tentés d'investir parce que Djibouti est situé dans un endroit géostratégique, dans un endroit qui normalement devrait attirer énormément de devises et de capitaux. Malheureusement, la réalité, une fois qu'on est sur place, parce que si on se souvient, à un moment donné, Djibouti, il y avait 11 banques qui avaient ouvert leurs portes à Djibouti. Aujourd'hui, il n'en reste que 6. Pour de nombreux analystes, le pays possède de véritables atouts pour réduire significativement la pauvreté. Le président Ismaël Omar Guelleh, réélu le 10 avril 2016, veut faire de la lutte contre la pauvreté une priorité. Il veut également impulser une nouvelle dynamique à la croissance du PIB, dont le taux de croissance s'est maintenu à 6% ces dernières années. La production d'ananas ne cesse d'augmenter sur le continent africain. Une importante quantité de cette production est exportée sur le marché international où la qualité des ananas en provenance de l'Afrique est tendance. Reportage de Lefionou, notre correspondant au Bénin, est commenté par Idolette Mirabel Bissot. L'ananas africain est fortement prisé sur les marchés internationaux. En Afrique de l'Ouest et du Centre, plusieurs variétés d'ananas ont révélé leur qualité à l'instar du Cayenne lisse. L'ensemble de la production africaine, selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, s'élève à 3 millions de tonnes, dont près de la moitié est assurée par le Nigeria. Le Ghana, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire et la Guinée se succèdent respectivement en termes de production. C'est l'ananas de l'Ouest Afrique qui est représenté par le Cayenne lisse, surtout produit par la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Mais ces dernières années, il y a le MD2 de Costa Rica qui a retrouvé sa place de choix également en Afrique, notamment avec une forte production au Ghana. Et au Bénin, il y a le pain de sucre. L'ananas Cayenne lisse, fortement cultivé en Afrique de l'Ouest, exige l'utilisation d'un produit dénommé étrel ou étéphon. Ce produit, à la longue, a des répercussions sur la qualité de l'ananas. Cette situation incite de nombreux producteurs à se conformer aux normes européennes en valorisant d'autres variétés d'ananas, dont le pain de sucre vert. La stratégie actuelle est déjà le fait que nous ayons mis en place le label ananas pain de sucre. Et nous ayons défini le cahier de charge pour sa production. Et l'étape prochaine, c'est la communication qu'il faut pour que ce produit soit vendu, vraiment, soit connu.
L'une des stratégies, c'est de pouvoir faire l'épuration. On passe à l'épuration et après l'épuration maintenant, mettre en place une structure qui puisse produire des rejets de qualité. Et ensuite, recruter du personnel qu'il faut former. Et une fois que ce personnel est formé, il faut vulgariser les bonnes pratiques agricoles. Selon des experts, la demande d'ananas frais sur le marché international a été évaluée à plus de 20 millions de tonnes en 2015. L'ananas est le deuxième fruit le plus consommé après la banane. Il représente 20% de la production mondiale de fruits tropicaux. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.